Au mariage de ma sœur, mon père a exigé mon chalet à 2 M €. J'ai dit non, il m'a frappé et je m'être suis réveillée aux urgences. Plus tard, mon PDG est entré. Mes parents sont devenus blêmes. Je m'appelle Apolline, j'ai 34 ans. Au mariage de ma propre sœur, mon père a exigé que je lui cède mon chalet à 2 millions d'euros. Quand j'ai refusé, il m'a frappé si fort que je me suis réveillée aux urgences. Quelques heures plus tard, mon PDG est entré dans la salle de réception, et quand mes parents l'ont vu, ils sont devenus blancs comme des linges. Cette histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire de comment un « non » a fait exploser des décennies de mensonges et de sacrifices silencieux, une histoire de trahison familiale et de la lente reconquête de soi. Avant d'entrer dans les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cela. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser que mes mots peuvent voyager si loin et peut-être toucher quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, revenons à cette journée. Alors que je conduisais sur les routes sinueuses du Beaujolais, ma voiture glissant entre les vignobles baignés de soleil, je ne ressentais aucune excitation. Le château de Pizay, où ma sœur cadette Faustine allait se marier, se dressait au loin comme une promesse de fête, mais pour moi, il ressemblait à une forteresse où j'allais devoir livrer une nouvelle bataille silencieuse. Un poids familier s'installait dans ma poitrine, un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais parfois l'impression qu'il faisait partie de mon squelette. Dans la tapisserie de notre famille, les fils avaient été tissés dès le départ. Faustine, née seconde, était le fil d'or, délicate, souriante, charmante. Elle était la poupée de porcelaine que l'on exhibait, celle destinée à un beau mariage, à une vie douce et sans vagues. Moi, l'aîné, j'étais le fil de fer, solide, anguleux, un peu trop sérieux. Ma passion pour les lignes, les structures, les bâtiments, était une anomalie. Laisse ça aux hommes, ma chérie, me disait souvent mon père, Didier, en tapotant ma tête avec une condescendance affectueuse. Ma mère, Martine, soupirait en me voyant couverte de fusain. Tu ne trouveras jamais de mari si tu continues à ressembler à un garçon manqué. Le souvenir le plus douloureux, celui qui a dessiné la carte de toutes les injustices à venir, remonte à mes 17 ans. La veille de mon entretien pour l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, le rêve de ma vie. J'avais passé des semaines à assembler mon portfolio, chaque planche était une partie de mon âme. J'y avais mis mes espoirs, mes nuits blanches, mes dessins de ponts suspendus et de maisons de verre. Ma mère est entrée dans ma chambre ce soir-là, une tasse de café à la main, un geste inhabituel. « Je t'ai apporté ça, tu dois être fatiguée », a-t-elle dit avec un sourire mielleux. En se penchant au-dessus de mon travail étalé sur le sol, elle a trébuché. La tasse s'est renversée, le liquide noir et brûlant a inondé mes dessins, faisant baver l'encre, déformant le papier cartonné. Oh, mon Dieu! Apolline, je suis si maladroite, pardonne-moi. Ses yeux exprimaient la panique, mais au fond, j'ai cru déceler une lueur de satisfaction. J'ai passé le reste de la nuit à pleurer et à essayer de sauver ce qui pouvait l'être. J'ai été acceptée à l'école, mais de justesse. Cette nuit-là, j'ai compris une chose terrible, ma propre mère voyait peut-être mon ambition non pas comme une qualité, mais comme une menace. Les années ont passé, creusant le même sillon. Mon diplôme avec mention ? Un simple dîner au restaurant. La première maison que j'ai conçue ? C'est un peu, carré, non, avait dit Faustine en riant. Mon ascension fulgurante chez Rocher Construction à Lyon, l'une des plus grandes entreprises du BTP en France ? Mes parents en parlaient à leurs amis comme d'un fait divers, avant de passer rapidement aux exploits de Faustine, devenue une adorable institutrice en maternelle. Ma voiture s'est finalement arrêtée devant le portail majestueux du château. Le gravier a crissé sous les pneus, un son qui semblait grincer dans mon âme. J'ai coupé le moteur et suis restée là, les mains serrées sur le volant. Aujourd'hui, je devais jouer un rôle. Celui de la grande sœur fière et discrète. Mais la petite voix au fond de moi, celle qui n'avait jamais oublié l'odeur du café sur des rêves détruits, me hurlait que le décor de cette journée cachait une scène bien plus sombre, et que le rideau était sur le point de se lever. En entrant dans la cour d'honneur du château, je fus accueillie par une vision d'une beauté à couper le souffle. Des arches de lys blanc et de rose pâle encadraient l'entrée, un quatuor à cordes jouait du Vivaldi,
et des serveurs en livrée proposaient des coupes de champagne. C'était un tableau parfait, une image de rêve. Un rêve que j'avais payé. La totalité des frais pour la location du lieu, le traiteur, les fleurs, la musique. 60 000 € virés discrètement depuis mon compte professionnel. Un petit coup de pouce, comme ma mère l'avait appelé. À peine avais-je fait quelques pas qu'une voix flûtée m'interpella. « Apolline. Par ici. » C'était ma tante Agathe, la sœur de ma mère, entourée d'un groupe de cousines. « Regarde-moi cette merveille » s'exclama-t-elle en faisant un geste ample vers la décoration. La famille de Maxence est d'une générosité incroyable, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour notre Faustine. Je me contentais de sourire, un sourire que je maîtrisais à la perfection, celui qui ne disait rien mais acceptait tout. La bile me monta à la gorge. Mon rôle, je le connaissais par cœur, être le chéquier silencieux, le fantôme bienfaiteur. Ma mère, Martine, m'aperçut enfin. Elle fendit la foule, vêtue d'une robe de soie lavande qui avait dû coûter le salaire mensuel de Faustine. Elle rayonnait, s'abreuvant des compliments comme une plante assoiffée. Son parfum me précéda, un mélange lourd et sucré de jasmin et de vanille. Pour moi, ce serait à jamais l'odeur de la duplicité. « Apolline, ma chérie, te voilà enfin » dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues, ses lèvres laissant une trace invisible mais collante. « Ta robe est très sobre. Mais cela te va bien. Tu sais rester à ta place. » Le compliment était une lame à double tranchant, comme toujours. Elle m'attrapa par le bras, sa poigne étonnamment ferme sous ses manières délicates. « Viens, je dois te parler. » Elle m'entraîna vers une petite terrasse à l'écart, surplombant les jardins à la française. Le soleil était doux, l'air embaumait les roses, mais l'atmosphère entre nous était glaciale. « Écoute, Apolline, » commença-t-elle sans préambule, son sourire s'étant évaporé. « Ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Faustine et Maxence sont de jeunes gens merveilleux, mais ils débutent dans la vie. Un appartement à Lyon, c'est bien, mais ce n'est pas un foyer. Pas un vrai. » Je la laissai parler, sentant le filet se resserrer autour de moi. Ils ont besoin d'un lieu avec une âme, un endroit pour voir grandir leurs enfants. Un endroit comme ton chalet à Annecy. Elle prononça le nom de mon sanctuaire comme s'il s'agissait d'une simple suggestion. Mon chalet. J'avais passé 2 ans à le dessiner moi-même, à superviser chaque étape de sa construction. Chaque poutre, chaque baie vitrée portait l'empreinte de mes nuits blanches et de mon travail acharné. C'était plus qu'une maison, c'était mon chef-d'œuvre, mon refuge. « Maman, il est hors de question, » dis-je d'une voix que je voulais ferme, mais qui sortit un peu tremblante. Son visage se durcit. « Ne sois pas égoïste. Tu as ta carrière, ton argent. Tu es seul. À quoi te sert un si grand espace ? C'est du gâchis. Pense à ta sœur. Pour une fois, pense à quelqu'un d'autre que toi. » Elle utilisa la culpabilité comme une arme qu'elle maniait depuis mon enfance. Elle avança un autre pion, encore plus cruel. « J'ai tout sacrifié pour vous élever, mes filles. J'ai mis ma propre vie entre parenthèses. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est un petit sacrifice pour le bonheur de ta sœur. » Le petit sacrifice, de 2 millions d'euros. Je sentis la colère monter, si forte qu'elle me donnait le vertige. Ce n'est pas un petit sacrifice. C'est ma vie, mon travail. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Elle me serra le bras plus fort, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. Je ne te le demande pas, Apolline. Je te le dis. Ton père va faire une annonce pendant le dîner. Ne nous humilie pas, souris et accepte. Pour le bien de la famille. Son regard était d'acier. Ce n'était plus une suggestion, c'était un ultimatum. Elle me lâcha brusquement, son sourire artificiel se recollant sur son visage comme un masque. Allez, va prendre une coupe. Tu as l'air pâle. Elle tourna les talons et me laissa là, chancelante, le cœur en miettes. Le parfum de vanille et de mensonge flottait encore autour de moi, écœurant. J'étais seule sur cette terrasse, face à la beauté parfaite des jardins, et je me sentais comme une condamnée à mort à qui l'on accordait un dernier regard sur le monde. Le cœur battant à grands coups sourds contre mes côtes, je quittai la terrasse pour me réfugier à l'intérieur, cherchant un semblant de normalité dans cette journée cauchemardesque.
Je me dirigeai instinctivement vers le bar, non pas pour boire de l'alcool, mais pour m'accrocher au comptoir solide, pour sentir quelque chose de réel sous mes doigts. C'est là que je tombai sur mon père. Il était adossé au bar, un verre de whisky à la main, le troisième si ma mémoire était bonne. Il discutait avec un groupe d'hommes en costume, probablement des relations d'affaires. Il riait fort, un peu trop fort, et ses joues étaient déjà empourprées. En m'apercevant, il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'approcha de moi. Sa main, lourde et moite, se posa sur mon épaule. Apolline. Ma grande fille. Il y avait dans sa voix une fausse jovialité qui ne trompait personne. Il se pencha vers moi, son haleine mêlée d'alcool et de cigares me fit reculer. Ta mère t'a parlé, demanda-t-il à voix basse, son sourire ne quittant pas ses lèvres, mais ses yeux étant durs comme des pierres. Je hochai la tête, incapable de formuler un mot. Bien, dit-il. Il jeta un regard circulaire pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre. Écoute-moi bien. La situation est délicate. Whitman BTP traverse une période difficile. Très difficile. Son regard se fit plus intense. Ce contrat avec Rocher Construction, ce n'est pas juste un contrat parmi d'autres. C'est notre survie. Si on ne le signe pas, on perd tout. La maison, les voitures, tout. Tu comprends ce que je te dis? Soudain, la pièce du puzzle manquante s'emboîta dans mon esprit. La pression, la demande insensée, la façade de luxe de ce mariage. Tout était un écran de fumée. C'était un acte de désespoir absolu. Ils n'essayaient pas seulement de favoriser Faustine, ils essayaient de se sauver en me sacrifiant. Mon chalet n'était pas un cadeau, c'était une bouée de sauvetage qu'ils voulaient m'arracher. Aujourd'hui, on doit montrer qu'on est une famille puissante, généreuse, unie, continua-t-il, son emprise se resserrant sur mon épaule. On doit impressionner les bonnes personnes. L'annonce du chalet, c'est un coup de génie. Ça montre notre largesse, notre stabilité. Alors, je te le répète, ne fais pas de vagues. Tu joues le jeu, tu souris, et tu nous sors de ce pétrin. Tu nous le dois bien. Je vous le dois? Le mot m'échappa, un murmure étranglé. Oui, répondit-il sans hésitation. Nous t'avons tout donné. Ton éducation, tes chances. C'est à ton tour de rendre l'appareil. Il me lâcha, but une gorgée de son whisky et me tourna le dos pour rejoindre ses invités, me laissant là, anéanti par le poids de cette dette imaginaire. Je me sentis vaciller, cherchant un appui. C'est alors qu'une main douce et ridée toucha mon bras. Je me retournai pour voir le visage bienveillant de Madame Odette, notre ancienne voisine, une femme qui m'avait vu grandir. Ses yeux bleus, encore vifs malgré ses 80 ans, me scrutèrent avec une inquiétude sincère. « Apolline, mon enfant, tu es toute pâle. Est-ce que ça va ?» Sa simple question, dénuée de tout calcul, fit monter les larmes à mes yeux. « C'est une journée un peu émouvante, réussis-je à articuler. » Elle ne fut pas dupe. Elle me prit la main et la serra. « J'ai vu ton père te parler. J'ai vu son visage. » Elle hésita, puis se pencha vers moi. « Faites attention à toi, ma petite. J'ai toujours su que ta mère était jalouse de ton talent. Ne les laisse pas te briser. Tu vaux bien plus que tout l'or de ce château. » Elle sortit de son sac un petit mouchoir en tissu, brodé de mes initiales, et le glissa dans ma paume. « Pour la force, murmura-t-elle avant de s'éloigner discrètement. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, pris entre le marteau de la menace paternelle et l'enclume de la manipulation maternelle, que feriez-vous? Auriez-vous cédé pour sauver l'entreprise familiale, ou auriez-vous tenu bon pour vous sauver vous-même? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Je restai là, au milieu du brouhaha, serrant le petit mouchoir dans ma main comme une relique sacrée. C'était un simple morceau de tissu, mais il représentait tout ce que ma famille n'était pas, la gentillesse désintéressée, la reconnaissance sincère, l'amour inconditionnel. C'était le dernier avertissement. La dernière parcelle de force avant l'affrontement final. Et je savais que cet affrontement était maintenant inévitable. La cérémonie religieuse se déroula dans la petite chapelle du château. Je regardais Faustine, diaphane dans sa robe de dentelle, et Maxence, rigide dans son costume, échanger leur consentement. Les mots
pour le meilleur et pour le pire, résonnaient étrangement sous la voûte en pierre. Pour le meilleur, ils l'avaient. Le pire, ils étaient en train de me le réserver. Assise au premier rang, en tant que témoin de ma sœur, je devais arborer un sourire radieux. Ce fut le sourire le plus difficile de ma vie. Chaque note de l'orgue semblait marteler le mot « trahison » dans mon crâne. Puis vint la réception, le moment que je redoutais le plus. Les invités se déplacèrent vers la grande orangerie, transformée pour l'occasion en une salle de bal féerique. Les tables étaient couvertes de nappes blanches, les chandeliers scintillaient, et les conversations joyeuses remplissaient l'air. Je me trouvais une place à une table de cousins éloignés, espérant me fondre dans le décor. Je mangeais sans faim, répondant par monosyllabes aux questions polies sur mon travail. Chaque minute qui passait était une torture, une attente insoutenable. Enfin, le moment arriva. Un tintement cristallin s'éleva au-dessus du brouhaha. Mon père, Didier, se tenait à la table d'honneur, un micro à la main. Il avait l'air d'un roi sur son trône, un roi au bord de la ruine, mais personne ne le savait encore. La musique s'adoucit, les conversations s'éteignirent. Un silence attentif s'installa. Mes chers amis, notre chère famille, sa voix de baryton, amplifiée par les haut-parleurs, emplit la salle. Quel immense bonheur de vous voir tous réunis pour célébrer l'amour de ces deux enfants merveilleux, ma Faustine, ma princesse, et notre nouveau fils, Maxence. Des applaudissements polis parcoururent la salle. Il leva son verre. L'amour et la famille. Voilà les deux piliers de l'existence. Sans eux, nous ne sommes rien. Je faillis m'étouffer avec mon champagne. L'hypocrisie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Il continua son discours, parlant de l'enfance de Faustine, de sa douceur, de sa gentillesse, la peignant comme une sainte. Puis, son regard se posa sur moi, de l'autre côté de la salle. Un sourire indéchiffrable étira ses lèvres. Dans une famille, dit-il, son ton devenant plus solennel, on se soutient. Les plus forts aident les plus jeunes à prendre leur envol. Et aujourd'hui, nous avons un exemple magnifique de cette solidarité familiale. Mon estomac se noie. Ça y est. Le coup près allait tomber. Ma fille aînée, Apolline, que vous connaissez tous pour sa brillante carrière, il fit une pause, laissant les invités tourner la tête vers moi, a toujours eu un cœur immense. Et aujourd'hui, elle a décidé de faire un geste qui prouve que, peu importe le succès, les liens du sang sont les plus importants. Je sentais tous les regards sur moi. Des regards curieux, admiratifs. J'étais prise au piège. Si je protestais, je serais le monstre qui gâche la fête. Si je me taisais, je serais la victime consentante de leur vol. Pour aider sa petite sœur et son mari à commencer leur vie sur des bases solides, pour leur offrir un havre de paix où bâtir leur avenir, Apolline a pris la décision, avec son père et moi, ajouta ma mère en posant sa main sur celle de mon père, de leur offrir le plus spectaculaire des cadeaux de mariage. Il laissa planer le silence, un maître du drame. Apolline offre à Faustine et Maxence son sublime chalet sur les rives du lac d'Annecy. Ce fut un tonnerre d'applaudissements, de sifflets, d'exclamations de surprise et d'admiration. Les gens se levaient pour mieux voir la sœur généreuse. Je vis Faustine porter les mains à sa bouche, ses yeux brillants de larmes de crocodile. Ma mère me fit un petit signe de tête discret, un ordre de me lever et de sourire. C'était leur triomphe. Ils avaient réussi. Ils m'avaient publiquement acculé, me laissant sans autre choix que de me soumettre. Mais dans mon esprit, quelque chose se brisa. Une digue qui avait retenu des années de frustration, d'humiliation et de colère. Et alors que la salle entière célébrait ma générosité, je me suis levée, mais pas pour sourire. Pas pour accepter. Je me suis levée pour mettre fin à cette pièce de théâtre. Une fois pour toutes. Le silence s'est fait progressivement, en vagues. D'abord les tables les plus proches, puis les suivantes, jusqu'à ce que toute la salle soit suspendue à mes lèvres. Les applaudissements se sont tus, remplacés par une curiosité inquiète. Je me tenais debout, droite, mon verre d'eau tremblant légèrement dans ma main. Mon visage devait être un masque de marbre. Je ne souriais pas. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, par-dessus les têtes des invités. Son sourire triomphant s'est effacé, remplacé par un froncement de sourcils agacés. Le regard de ma mère me lançait des éclairs,
un avertissement silencieux. Faustine, elle, avait cessé de jouer la comédie et me fixait avec une anxiété non dissimulée. Ma voix est sortie, calme, mais portant dans toute la salle grâce à l'acoustique parfaite de l'orangerie. Ce n'est pas vrai. Le choc fut palpable. Un frisson a parcouru l'assemblée. J'ai entendu ma tante Agathe laisser échapper un « Oh mon Dieu ». Les chuchotements ont commencé, comme un essaim d'abeilles en colère. Elle est folle, quelle cruauté, elle ose faire ça le jour du mariage de sa sœur. Ignorant les murmures, j'ai continué, m'adressant directement à mon père. Je n'ai jamais, à aucun moment, accepté de donner mon chalet. C'est ma maison. Je l'ai gagnée par mon travail. Et personne, pas même vous, n'a le droit d'en disposer à ma place. La vérité, dite si simplement, avait l'effet d'une déflagration. La belle façade de la famille parfaite venait de voler en éclats, exposant la laideur qui se cachait derrière. Le visage de mon père est devenu cramoisi. La fureur, pure et incontrôlable, a déformé ses traits. Il a jeté le micro sur la table. « Apolline » a-t-il hurlé, sa voix de stentor n'ayant plus besoin d'amplification. « Comment oses-tu ? Comment oses-tu nous humilier de la sorte ? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ingrate. Ingrate, ai-je rétorqué, la colère me donnant une force nouvelle. Parce que je refuse de me laisser dépouiller ? Parce que je refuse de participer à votre mensonge ? Le seul mensonge ici, c'est cette prétendue générosité. Vous ne voulez pas aider Faustine, vous voulez vous sauver vous-même sur mon dos. Cette dernière phrase a touché un nerf. Je l'ai vu à la panique qui a traversé son regard. J'avais révélé leur secret le plus honteux. Tais-toi, a-t-il rugi. Non, ai-je dit, plus calmement. J'ai passé 34 ans à me taire. C'est terminé. C'en était trop pour lui. L'alcool, la rage, l'humiliation publique, le cocktail était explosif. Il a contourné la table d'honneur d'un pas lourd et s'est dirigé vers moi. La foule s'est écartée sur son passage comme la mer devant Moïse. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Ils étaient tous spectateurs de ce drame sordide. Il est arrivé devant moi, me dominant de toute sa hauteur. Son visage était congestionné, ses yeux injectés de sang. « Tu vas regretter ça », a-t-il sifflé entre ses dents. Je ne crois pas, non, ai-je répondu, ma voix ne tremblant même pas. Ce fut mon dernier acte de défi. Son poing est parti, non pas vers mon visage, mais vers ma poitrine. Un coup brutal, vicieux. L'air a été chassé de mes poumons dans un hoquet douloureux. J'ai senti une douleur fulgurante irradier dans tout mon torse, comme un étau de fer. Le choc m'a fait basculer en arrière. J'ai perdu l'équilibre, mes talons s'en mêlant. Dans ma chute, ma tête a heurté l'angle vif d'une console en marbre qui se trouvait derrière moi. Il y eut un bruit sourd et horrible, un son que je n'oublierai jamais. Une douleur blanche et aveuglante a explosé dans mon crâne. Les lumières des chandeliers ont commencé à danser, à se brouiller. Les visages horrifiés des invités se sont transformés en taches floues. J'ai senti un filet chaud couler sur ma tempe et dans mon cou. Mon sang. Avant de perdre connaissance, une dernière image s'est imprimée sur ma rétine. Un jeune homme, probablement un cousin de Maxence, tenant son téléphone en l'air, la petite lumière rouge de l'enregistrement brillant dans la pénombre comme un œil diabolique. Puis, le trou noir. Un abîme de silence et d'obscurité. Le retour à la conscience fut lent et douloureux. Ce ne fut pas un réveil, mais plutôt une émergence pénible d'un brouillard épais et cotonneux. Le premier signe de vie fut un bip régulier, monotone, qui semblait venir de très loin. Puis une odeur. Une odeur agressive de désinfectant et de souffrance contenue. L'odeur d'un hôpital. J'ai forcé mes paupières à s'ouvrir. Elle pesait 1 tonne. La lumière crue d'un néon au plafond m'a agressé, provoquant une douleur lancinante derrière mes yeux. J'étais seule, dans une chambre au mur blanc, impersonnelle. J'ai tenté de bouger ma tête, et une douleur aiguë, comme un coup de poignard, m'a traversé le crâne. Instinctivement, j'ai porté la main à ma tempe et mes doigts ont rencontré un pansement épais et rigide. Tout est revenu d'un coup. Le discours de mon père. Mon « non ». Le poing. La chute. Le sang. Ce n'était pas un cauchemar.
C'était la réalité. Une infirmière d'une 50aine d'années, dont le badge indiquait le nom de Sylvie, est entrée. Son visage était marqué par la fatigue des longues gardes, mais ses yeux étaient doux. « Ah, vous êtes réveillée, mademoiselle Whitman, dit-elle d'une voix posée. Comment vous sentez-vous ? Comment je me sentais ? Je me sentais comme si un camion m'avait roulé dessus. Mon corps tout entier était une constellation de douleurs. La poitrine, où le cou avait atterri. Le dos, meurtri par la chute. Et surtout la tête, une douleur pulsatile et incessante. J'ai mal, ai-je simplement murmuré, ma gorge sèche et pâteuse. Elle a hoché la tête. C'est normal. Vous avez une bonne commotion cérébrale et une plaie qui a nécessité 6 points de suture. Vous allez devoir rester en observation au moins 24 heures. Elle a vérifié ma perfusion, ajusté mon oreiller. Les ambulanciers ont dit que c'était une mauvaise chute. Elle a prononcé ces mots en me regardant droit dans les yeux, me laissant comprendre qu'elle n'était pas dupe. La police a été prévenue, c'est la procédure. Un inspecteur passera vous voir demain matin. La police. Le mot a résonné étrangement. Ce qui s'était passé était si intime, si familial, que l'idée d'y mêler la loi me semblait surréaliste. Une fois Sylvie partie, je me suis retrouvée seule avec mes pensées et le bip régulier du moniteur cardiaque. Et c'est là, dans le silence aseptisé de cette chambre, que la carapace de ma colère s'est fissurée. Une vague de tristesse et de doute, plus violente encore que le coup de mon père, m'a submergée. Des larmes silencieuses ont commencé à couler le long de mes tempes, se perdant dans mes cheveux. Je pleurais la fin d'une illusion. L'illusion que, malgré les injustices, malgré la préférence évidente pour Faustine, il existait un socle d'amour familial fondamental. Ce soir, ce socle avait volé en éclats. Une pensée terrible, insidieuse, s'est glissée dans mon esprit. Et si j'avais tout provoqué ? Si j'avais simplement accepté, souri, joué le jeu ? J'aurais perdu une maison, mais n'aurais-je pas sauvé ma famille ? Le silence, même s'il signifiait une défaite personnelle, n'aurait-il pas été préférable à cette explosion de violence, à cette rupture cataclysmique ? Cette culpabilité, ce poison que ma mère m'avait instillé depuis l'enfance, revenait me ronger. Mon téléphone, que les ambulanciers avaient dû récupérer, était posé sur la table de chevet. Il a vibré. Un message. Ma tante Agathe. Mon cœur s'est serré. Peut-être un mot d'inquiétude ? Je l'ai ouvert. J'espère que tu es fier de toi. Ton père est anéanti par la honte. Faustine est inconsolable. Tu as tout gâché par pur égoïsme. Sache que pour nous, tu n'es plus de la famille. Chaque mot était un clou planté dans mon cœur déjà meurtri. Pas un mot sur mon état de santé. Pas une once de compassion. J'étais la coupable. La paria. Le poison s'est transformé en une certitude glaciale, il ne regretterait jamais. Il ne me pardonnerait jamais. Juste après, le téléphone a sonné. Un numéro masqué. J'ai hésité. Puis, une autre vibration. Un message vocal. J'ai porté le téléphone à mon oreille. La voix de Faustine, entrecoupée de sanglots. Apolline, comment as-tu pu me faire ça ? Tu as ruiné le plus beau jour de ma vie. Je te déteste. Et puis un clic. Elle avait raccroché. J'ai laissé tomber le téléphone. Alors voilà. C'était la fin. J'avais gagné. J'avais gardé ma maison. Et j'avais tout perdu. J'ai fermé les yeux, me laissant sombrer dans la douleur et le désespoir. Je ne savais pas encore que dans cette nuit la plus sombre de ma vie, une main inattendue allait se tendre pour me sortir des ténèbres. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à fixer le plafond, le cœur vide. Le bip du moniteur était le seul compagnon de ma solitude. Chaque pulsation me rappelait que j'étais vivante, mais je me sentais morte à l'intérieur. Mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro de bureau que je connaissais par cœur. Celui de la ligne directe de mon PDG, Thibaut Rocher. Mon premier réflexe a été d'ignorer l'appel. La dernière chose dont j'avais envie était de parler de mon humiliation professionnelle à mon patron. Mais il a insisté. À la 3e sonnerie, j'ai décroché, ma voix un simple murmure. Apolline ?
C'est Thibaut Rocher. Ne vous fatiguez pas à parler. Contentez-vous d'écouter. Sa voix était comme un rocher au milieu d'une mer déchaînée. Calme, solide, sans la moindre trace de pitié, seulement une détermination tranquille. J'ai réussi à articuler un « d'accord ». J'ai vu la vidéo, a-t-il dit sans détour. Un de mes directeurs de projet était invité au mariage. Il m'a tout envoyé il y a 1 heure. Ce que j'ai vu est une honte. C'est une abomination. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le simple fait qu'il ne minimise pas, qu'il appelle les choses par leur nom, une abomination, a été comme un baume sur ma blessure. Vous souvenez-vous, a-t-il poursuivi, de la clause 15.3 de votre contrat d'exclusivité? La clause de protection des actifs stratégiques de direction? Je l'ai fait rédiger il y a 5 ans, après qu'un de nos concurrents a essayé de faire pression sur un de nos ingénieurs via sa famille. Je m'en souvenais vaguement. Une ligne dans un contrat de 50 pages. Cette clause stipule que toute tentative de coercition, de chantage ou de violence physique visant un dirigeant dans le but d'influencer la cession d'un actif lié à l'entreprise et votre chalet, fruit de vos primes de performance, est considérée comme une attaque contre l'entreprise elle-même. En d'autres termes, Apolline, en vous frappant, votre père a légalement déclaré la guerre à Rocher Construction. J'étais abasourdi. Je n'avais jamais imaginé qu'une clause juridique puisse avoir une telle portée. Il a semblé sentir mon trouble. Sa voix s'est adoucie. Écoutez, je sais que c'est plus compliqué que ça. C'est votre père. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a 15 ans, ma propre sœur a été victime de son mari, un homme qui la rabaissait et contrôlait ses finances. Toute ma famille disait de ne pas s'en mêler, que c'était leur vie de couple. J'étais jeune, je n'avais aucun pouvoir, et j'ai écouté. Je n'ai rien fait. Et je le regretterai toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir d'agir. Et je refuse de rester les bras croisés à regarder une femme de valeur, une femme que je respecte profondément, se faire broyer. Ce n'est pas seulement votre PDG qui vous parle. C'est un homme qui a une dette envers sa propre conscience. Ces mots, d'une sincérité désarmante, ont fait tomber mes dernières défenses. Des larmes ont coulé à nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement. J'ai besoin de votre accord, Apolline, a-t-il dit. Légalement, je ne peux rien faire sans votre consentement. Voulez-vous que je m'en occupe? Je pensais à ma tante, à ma sœur, à mon père. À leur absence totale de remords. À leur cruauté. Puis je pensais à cette petite fille qui dessinait des châteaux sur des serviettes en papier. Je lui devais bien ça. Je devais me battre pour elle. Oui, ai-je dit, ma voix retrouvant un peu de sa force. Oui, je le veux. Bien, a-t-il répondu, et j'ai pu sentir un changement dans sa voix, un retour au chef d'entreprise implacable. Maître Valérie Lemoine, notre chef du contentieux, sera à votre chevet dans moins d'1 heure. Ne dites rien à personne, surtout pas à la police, avant de lui avoir parlé. Et moi, je crois qu'il est temps pour moi d'aller rendre une petite visite surprise au château de Pizet. Il a raccroché. J'ai reposé le téléphone, mon cœur battant la chamade. La peur avait disparu, remplacée par une énergie nouvelle, une fureur froide et déterminée. Ils avaient voulu me mettre à terre. Ils ne savaient pas qu'il venait de réveiller un dragon. Et que ce dragon avait maintenant une armée derrière lui. Plus tard, bien plus tard, Maître Lemoine m'a raconté la scène avec la précision d'un rapport d'autopsie, mais ses yeux brillaient d'une lueur amusée en évoquant le souvenir. L'arrivée de Thibaut Rocher au château a eu l'effet d'un iceberg s'invitant dans une croisière de luxe. La fête était déjà moribonde. Les ambulanciers m'avaient emmené sous les yeux horrifiés des invités, laissant derrière eux une atmosphère de malaise et de scandale. Certains invités étaient partis sur la pointe des pieds, d'autres étaient restés, fascinés par le drame. Mon père, après un moment de panique, avait tenté de reprendre le contrôle, servant de l'alcool et assurant à qui voulait l'entendre que j'étais une jeune femme un peu instable, et que tout ceci n'était qu'un malheureux incident. C'est à ce moment-là que les portes de l'orangerie se sont ouvertes à la volée. Thibaut est entré, flanqué de Maître Lemoine et d'un autre homme, un colosse qui devait être son garde du corps. Il portait un costume sombre, parfaitement coupé, et son visage était un masque de fureur contenue. Il n'a pas crié.
Il n'a pas fait de geste brusque. Il a simplement traversé la salle d'un pas délibéré, son aura de puissance et de dangerosité suffisant à glacer le sang de l'assistance. Mon père, qui tenait un verre à la main, l'a vu et est devenu, selon les mots de Maître Lemoine, d'une pâleur cadavérique. Il connaissait cet homme. Il le craignait. Et il le voyait ici, alors qu'il aurait dû être à des centaines de kilomètres. Thibaut s'est arrêté devant la table d'honneur. Il a ignoré ma mère et Faustine et a planté son regard dans celui de mon père. Didier, a-t-il dit, sa voix basse mais portant dans le silence soudain. Nous avons un problème. Ma mère, retrouvant un peu de son arrogance, s'est interposée. Monsieur Rocher, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais c'est une fête privée. Votre fête privée est devenue un spectacle public, madame, a rétorqué Thibaut sans même la regarder. Et elle est surtout devenue une affaire qui me concerne au plus haut point. Il a fait un signe de tête à l'assistant de Maître Lemoine, un jeune homme efficace qui, en moins d'une minute, a branché un ordinateur portable à l'écran de projection qui trônait toujours derrière la table. Qu'est-ce que ça veut dire, a balbutié mon père. Pour toute réponse, l'écran s'est allumé. Et la vidéo a commencé. La vidéo enregistrée par le jeune cousin. En qualité 4K. Le son, capté par le micro du téléphone, était d'une clarté terrifiante. On entendait tout. Le discours mielleux de mon père. Mon nom, clair et net. Les murmures hostiles de la foule. Les hurlements de mon père. Et puis le son. Le son mat et horrible de son poing heurtant ma poitrine. Le craquement de mon crâne contre le marbre. Les cris. Maître Lemoine m'a dit que l'effet sur l'assemblée fut dévastateur. Voir la scène en direct était choquant. La revoir, sur un écran géant, sans l'adrénaline, était insoutenable. Des gens ont halté. Une femme a fondu en larmes. Mon père regardait l'écran, le visage décomposé, comme s'il voyait un fantôme. Son propre fantôme. Ma mère avait porté la main à sa bouche, ses yeux exorbités d'horreur. Mais le pire, m'a raconté l'avocate, fut le gros plan que le jeune vidéaste amateur avait fait sur Faustine. Au moment où je m'effondrais, on ne voyait sur son visage ni peur, ni compassion pour sa sœur. On voyait de la contrariété. De l'agacement pur que sa fête soit interrompue. Ce seul regard, cette absence totale d'humanité, a, selon Maître Lemoine, scellé leur sort aux yeux de tous les témoins. La vidéo s'est terminée sur une image fixe de mon corps inerte, une flaque de sang commençant à s'étendre à côté de ma tête. Thibaut a laissé l'image en place, un monument silencieux à leur cruauté. Il a repris le micro. Ceci, mesdames et messieurs, a-t-il dit, sa voix vibrante de colère contenue, n'est pas un incident de famille. C'est un crime. Et je suis ici pour m'assurer qu'il ne restera pas impuni. Le procès public de la famille Whitman venait de commencer. Ce que vous venez de voir, continua Thibaut, s'adressant à la salle pétrifiée, n'est pas seulement l'agression d'une fille par son père. C'est une tentative d'extorsion sur une dirigeante de mon entreprise, dans le but de la forcer à céder un bien acquis dans le cadre de ses fonctions. Il se tourna vers mon père, son regard le clouant sur place. Didier, vous avez commis une erreur monumentale. Vous pensiez vous en prendre à votre fille, seule et sans défense. Mais vous vous êtes attaqué à Rocher Construction. Et nous prenons cela très personnellement. Il fit un signe à Maître Lemoine. Elle s'avança, un dossier à la main. Conformément à la clause 15.3 du contrat de Mademoiselle Whitman, commença-t-elle d'une voix professionnelle, cette agression constitue une rupture unilatérale de toute confiance commerciale. Par conséquent, toute négociation en cours ou à venir entre Whitman BTP et Rocher Construction est terminée, avec effet immédiat. Le visage de mon père s'est décomposé. C'était la peine de mort pour son entreprise. La bouée de sauvetage venait de se transformer en une ancre qui allait le couler. Ce n'est pas tout, ajouta Thibaut. Il se trouve que je suis un homme prévoyant. Ayant eu vent des difficultés de votre entreprise, j'ai, au cours des dernières 24 heures, via des sociétés écrans, racheté une part non négligeable de la dette de Whitman BTP. En tant que votre nouveau créancier principal, j'exige une réunion extraordinaire du conseil d'administration demain matin à 9 heures.
Et le premier point à l'ordre du jour sera une motion de défiance pour demander votre révocation immédiate pour faute grave et atteinte à l'image de l'entreprise. Ma mère laissa échapper un son étranglé, un mélange de sanglots et de hurlements. C'était un coup de génie stratégique, une destruction méthodique et implacable. Il ne se contentait pas de les punir, il les effaçait du paysage économique. C'est à ce moment que Maître Lemoine sortit son téléphone et l'activa sur haut-parleur. « Apolline, vous êtes avec nous ?» Ma voix, enregistrée quelques minutes plus tôt depuis mon lit d'hôpital, remplit la salle. « Oui, Valérie. »« Apolline, je vais vous poser une question simple. Le procureur de la République sera saisi du dossier dès demain matin sur la base de cette vidéo. Mais le poids de votre témoignage est crucial. Souhaitez-vous, oui ou non, porter plainte contre votre père, Didier Whitman, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail ? Un silence de mort s'installa. C'était le moment de vérité. Mon mot. Ma décision. Ma vengeance. Je pensais à toutes les années où j'avais courbé l'échine. À toutes les humiliations silencieuses. À la douleur dans ma tête et dans mon cœur. Ma voix enregistrée résonna, claire et sans hésitation. Oui. Maître Lemoine demanda, pour la forme juridique, êtes-vous certaine, Apolline ? C'est une décision irréversible. Je suis absolument certaine, répondit ma voix. Ce fut le coup de grâce. Ma mère s'effondra en larmes, hurlant des insultes à mon encontre. Monstre! Ingrate! Tu détruis ta propre famille. Faustine, réalisant que son rêve de princesse s'achevait dans un cauchemar sordide, pleurait bruyamment. Alors, un autre homme se leva. Le père de Maxence. C'était un industriel respecté de la région, un homme à la réputation impeccable. Il regarda mes parents avec un mépris glacial. Didier, Martine, dit-il d'une voix forte. Je suis horrifié et dégoûté. Nous ne pouvons, en aucun cas, unir notre famille à la vôtre. Le mariage, bien entendu, annulé. Il se tourna vers son fils. Maxence, nous partons. Maxence, pâle comme un linge, jeta un regard à Faustine, qui lui tendait les bras en suppliant. Il hésita une fraction de seconde, puis, le visage fermé, il tourna les talons et suivit ses parents vers la sortie, sans un mot, sans un regard en arrière. Faustine s'effondra sur le sol, ses sanglots résonnant dans la salle silencieuse. Son beau mariage, sa vie parfaite, tout venait de se dissoudre sous ses yeux. La fête était terminée. Le verdict était tombé. Et la sentence était sans appel. La chute fut aussi rapide que brutale. Dès le lendemain, l'histoire était à la une de tous les médias locaux et nationaux. La vidéo, initialement partagée sur un compte Instagram privé, avait fuité et était devenue virale. En 24 heures, elle avait été vue des millions de fois. Mon nom, #Justice pour Apolline, était partout. J'étais devenue, malgré moi, un symbole de la lutte contre la tyrannie familiale. Pour mes parents, ce fut le début de la fin. La réunion du conseil d'administration de Whitman BTP fut, comme l'avait prédit Thibault, une exécution en règle. Mon père fut démis de ses fonctions à l'unanimité. Les partenaires commerciaux, effrayés par le scandale, annulèrent leurs contrats les uns après les autres. L'entreprise, privée de sa direction et de ses revenus, déposa le bilan en moins de 2 mois. L'empire que mon père avait mis 40 ans à bâtir s'est évaporé en quelques semaines. Il tenta une pathétique interview télévisée, orchestrée par un conseiller en communication de crise. Le visage bouffi, les yeux cernés, il parla d'un « terrible malentendu », d'un « geste regrettable » commis sous l'influence de l'alcool et d'une pression immense. Il ne s'est jamais excusé. Il a parlé de lui, de sa souffrance, de sa réputation détruite. Ce fut un fiasco. Le public n'y vit qu'un narcissique incapable de la moindre introspection. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient assassins. Ma mère, elle, choisit une autre stratégie, l'attaque. Sur sa page Facebook, elle se lança dans des diatribes enflammées, me dépeignant comme une sociopathe manipulatrice qui avait orchestré la chute de sa propre famille par pure jalousie. Elle publiait de vieilles photos de nous, enfants, avec des légendes larmoyantes sur « le bon vieux temps », avant que l'argent et l'ambition ne corrompent son âme.
Chaque publication était un nouveau clou sur le cercueil de sa dignité, accueilli par des vagues de moqueries et de messages de soutien à mon égard. Faustine disparut des radars. Son compte Instagram fut supprimé. Elle perdit son emploi, la direction de l'école ne pouvant gérer la controverse. Elle, qui avait toujours vécu dans la lumière, était soudainement plongée dans l'ombre de la honte. Pendant ce temps, alors qu'il s'enfonçait, je recevais une vague de soutien inattendu. Des centaines de messages d'inconnus, principalement des femmes, qui partageaient leurs propres histoires de familles toxiques, de sacrifices non reconnus, de lutte pour l'indépendance. Je passais des heures à lire leurs mots, et je pleurais. Non plus de tristesse, mais d'un sentiment puissant de sororité. Je n'étais pas seule. Mon histoire était leur histoire. Un jour, j'ai reçu un appel d'un ancien directeur technique de l'entreprise de mon père, un homme que je connaissais à peine. « Apolline, m'a-t-il dit, je voulais juste vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Votre père était un tyran au bureau comme il l'était en famille. Vous avez eu le courage de faire ce que personne n'a jamais osé faire, lui dire non. Merci. » Cet appel a été une révélation. La dynamique toxique que je pensais être confinée à notre foyer était en fait le mode de fonctionnement de mon père dans tous les aspects de sa vie. Je n'avais pas détruit un homme bon qui avait fait une erreur. J'avais simplement exposé un tyran pour ce qu'il était. La justice suivit son cours. Avec la vidéo comme preuve irréfutable et des dizaines de témoins, le procès fut rapide. Mon père fut condamné à une peine de prison avec sursis, à une lourde amende et à une obligation de soins pour gérer sa colère et son alcoolisme. La page était tournée. Leur monde s'était réduit à des cendres. Et sur ces cendres, je devais maintenant apprendre à reconstruire ma propre vie. Ma convalescence fut longue, non pas tant physiquement que psychologiquement. Les bleus sur ma poitrine s'estompèrent, la cicatrice sur ma tempe devint une fine ligne blanche, mais les blessures intérieures étaient plus profondes. Thibaut m'avait accordé un congé de plusieurs semaines, insistant pour que je prenne le temps de guérir. Sur ses conseils, je suis allée directement au chalet à Annecy après ma sortie de l'hôpital. La première fois que j'ai franchi le seuil de ma maison après le drame, ce fut une expérience étrange. Cet endroit, qui avait été la source du conflit, devait maintenant devenir mon havre de paix. J'ai fait changer les serrures le jour même, un acte symbolique mais nécessaire pour tracer une frontière physique infranchissable. Les premiers jours furent les plus durs. Le silence de la maison était assourdissant. Chaque recoin me rappelait leurs paroles, leurs espoirs de se l'approprier. J'errais de pièce en pièce, me sentant comme une étrangère dans mon propre chef-d'œuvre. La solitude était parfois écrasante. J'avais gagné mon indépendance, mais j'étais seule. Vraiment seule. Un matin, en fouillant dans de vieux cartons, je suis tombée sur un carnet de croquis de mon adolescence. À l'intérieur, je retrouvais des dessins de cabanes dans les arbres, de ponts imaginaires, et, sur une double page, l'esquisse d'une maison en verre et en bois, perchée au bord d'un lac. C'était la première version de mon chalet, dessinée à 16 ans. Je regardais le dessin, puis je levai les yeux vers les immenses baies vitrées de mon salon qui s'ouvraient sur le lac. La petite fille que j'étais avait réussi. Malgré les doutes, malgré le mépris, malgré les obstacles, elle avait réalisé son rêve. Des larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de fierté et de réconciliation avec moi-même. Ce fut un tournant. J'ai décidé d'arrêter de penser à ce que j'avais perdu, et de me concentrer sur ce que j'avais. J'ai commencé à réinvestir les lieux. J'ai acheté de nouvelles plantes, j'ai accroché au mur des œuvres d'artistes locaux, j'ai passé des heures à cuisiner en écoutant de la musique. Lentement, la maison a perdu son statut de « pépome de discorde » pour devenir simplement ma maison. Des amis de Lyon sont venus me rendre visite les week-ends. Nous faisions des randonnées, des barbecues sur la terrasse, nous rions beaucoup. Ils ne m'ont jamais parlé du drame, sauf si j'en avais envie. Ils m'ont simplement offert leur présence, une présence simple et bienveillante. J'ai redécouvert la joie des relations choisies, par opposition aux liens subis. Un après-midi, alors que j'étais assise sur le ponton, les pieds dans l'eau fraîche du lac, mon téléphone a vibré. Un message de Faustine. Le premier et le dernier. J'espère que tu es heureuse dans ta grande maison, toute seule. Tu as tout ce que tu voulais. Tu as détruit notre famille pour des murs et des fenêtres.
J'ai regardé le lac, les montagnes, le ciel bleu. La paix qui m'entourait était si profonde. J'ai pensé à sa question. Étais-je heureuse? Non, pas encore. Mais j'étais en paix. Et c'était infiniment plus précieux. J'ai tapé ma réponse. Non, Faustine. Je n'ai pas détruit notre famille pour une maison. J'ai refusé que notre famille me détruise pour une maison. J'espère qu'un jour, tu comprendras la différence. J'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas envoyé le message par haine, mais par nécessité. La nécessité de protéger ma paix nouvellement acquise. C'était mon dernier acte de construction de frontières. Le mur était enfin érigé, solide et protecteur. J'étais enfin chez moi. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Je vis toujours dans mon chalet au bord du lac. La vie a repris son cours, mais elle est différente. Plus authentique. Plus sereine. Je suis devenue associée principale chez Rocher Construction, et je voyage beaucoup pour mon travail, mais revenir ici est toujours un retour à la source. Je n'ai plus de contact avec mes parents ni avec ma sœur. J'ai appris par des chemins détournés qu'ils avaient vendu leur maison et déménagé dans une autre région, cherchant à fuir la honte. Je ne sais pas s'ils ont changé, s'ils ont des remords. Et pour être honnête, cela ne m'importe plus. Leur pardon n'est plus une chose que je recherche. J'ai appris à me pardonner à moi-même, me pardonner d'avoir supporté si longtemps, me pardonner d'avoir cru que je devais mériter leur amour. En regardant en arrière, je comprends que le coup de poing de mon père, cet acte de violence terrible, a été un cadeau empoisonné. Il a brisé mon corps, mais il a libéré mon esprit. Il a fallu cette explosion pour que je comprenne enfin une vérité fondamentale, la famille n'est pas une obligation, c'est un sentiment. Et le sang ne vous donne aucun droit sur la vie, la dignité ou les biens d'une autre personne. Je partage mon histoire aujourd'hui, non pas pour étaler mes blessures, mais pour tendre la main à ceux qui pourraient se reconnaître dans mon parcours. À vous qui vous sentez peut-être pris au piège dans des dynamiques familiales toxiques. À vous qui vous faites tout petit pour ne pas faire de vagues. À vous à qui l'on répète que dire « non » est un acte d'égoïsme. Je veux vous dire ceci, vos limites sont sacrées. Elles sont le rempart qui protège votre santé mentale et votre intégrité. Les défendre n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Votre réussite, qu'elle soit grande ou petite, est le fruit de vos efforts. Elle vous appartient. Vous n'avez pas à la justifier, ni à la partager avec ceux qui n'ont fait que vous critiquer en chemin. L'amour qui demande de vous effacer n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Si ces mots trouvent un écho en vous, si vous croyez en la puissance de tracer ses propres frontières, alors écrivez simplement « limite » dans les commentaires. Créons ensemble une vague de soutien pour tous ceux qui luttent pour se faire respecter. Avez-vous déjà été confronté à un choix impossible entre votre bien-être et la paix familiale? Si le cœur vous en dit, partagez votre expérience. Vos histoires comptent. Elles brisent l'isolement et montrent aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Que pensez-vous de l'issue de cette histoire? Pensez-vous que la justice a été pleinement rendue, ou que la destruction d'une famille est toujours une tragédie, peu importe les circonstances? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais votre perspective enrichira notre discussion. Et bien sûr, si ces récits de résilience et de reconstruction vous inspirent, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné est un signe que ces conversations sont importantes et doivent continuer. Pour finir, retenez ceci plus que tout le reste. Votre paix n'est pas négociable. Votre dignité n'est pas une option. Et votre vie est la seule que vous ayez. Ne laissez personne vous dicter comment la vivre. Osez vous choisir. Chaque matin. Sans la moindre excuse.